que je recommande aux étudiants, de bien sûr parce qu'ils risquent de courir le risque d'être interrogés sur le mot rattrapage en termes de droit procédural congolais. Rattrapage, et à un moment, il a été évoqué une notion étrangère au droit pénal, les infractions des intellectuels. Depuis lors, connaissant la sincérité, la qualité scientifique de l'auteur de la théorie, j'avais vite compris, nous avions vite compris que c'était un aveu de ce que une infraction des intellectuels, c'est une théorie qui reste à être mutée ou nue en termes de droit positif. Mais vous ne jugez pas de lege ferenda. L'excellent confrère, honoré confrère, professeur Kalouba, il a ceci de particulier, il est professeur-chercheur. Il a des idées qu'il avance, mais qui ne font pas encore partie du droit positif congolais. Curieusement, il vous demande de juger le prévenu sur ses conceptions philosophiques du droit. J'aurais été heureux, c'est pour ma première fois, de rencontrer mon bâtonnier, Koko Kayoudi. Des années de profession, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Mais j'aurais bien voulu que votre tribunal nous donnât le moyen d'affronter des armes égales. Si vous n'avez pas de pièces, mais vous les versez. Vous dites, nous n'avons pas de pièces, mais nous allons les verser. Pour toutes ces raisons, votre honneur, mettez-nous toujours en cette confiance, parce que un jugement dont la procédure n'emporte pas l'assentiment des parties opposées, ça devient un jugement terroriste. La valeur d'un jugement à travers le monde, c'est la confiance qu'ont les parties au procès. 1. Au juge. 2. En des règles applicables ou leur appliquées. Lorsque une partie vous dit « je suis épuisé », la psychologie judiciaire interdit non seulement aux OPJ, aux magistrats de parquet et à vous, juges, de ne pas interroger quelqu'un au moment où il est épuisé de ses forces. Et la Convention internationale contre les tortures aligne le fait d'interroger quelqu'un au-delà de ses forces parmi les actes de torture. Et ces tortures n'ont pas que la compétence nationale. Le juge de torture, il est à la fois national et supranational. Pour toutes ces raisons, il vous plaira, et vous ne perdez rien, de nous accorder une remise qui va nous permettre de savoir pourquoi. Maître, je crois que, s'il vous plaît, je crois que le tribunal... tu sentais plaider. S'il vous plaît, le tribunal ne vous accordera pas de remise parce que la question ayant été abordée au seuil de ces procès, une réponse
irrélative a été donnée dans le sens de vous inviter à plaider. Donc, vous avez la parole pour plaider. Je pense que le juge, c'est à ma conclusion que le juge va opiner. Non, mais parce que vous avez déjà parlé de... Comme vous avez fait pour les autres. Je n'ai pas conclu. Vous avez la parole pour plaider. Monsieur le Président... S'il vous plaît, vous avez 2h14 ou 15 minutes. Allez-y. Monsieur le Président, dans cette phase de plaidoirie, tant que la partie n'a pas conclu, parce que vous ne savez pas par quoi je vais chuter. Allez-y, maître. Allez-y. J'ai commencé par demander une remise. À vous d'en juger. Mais je continue. Allez-y, maître. C'est vous qui avez la parole. Le tribunal, s'il n'a pas un intérêt particulier, ne doit pas nous indiquer ce que nous devons faire. Des pièces produites non débattues lors de l'instruction. Ne nous suggérez pas de vous demander de rejeter les pièces. Vous aurez une opinion. Un juge qui suggère à une partie au procès le comportement à tenir a déjà une opinion. Parce que lorsque l'on nous dit, et le tribunal, par une insinuation, nous demande de savoir ce qu'on peut faire de pièces qui n'ont pas été débattues. Alors, nous disons, nous ne demandons pas le rejet. Nous voulons savoir pourquoi, sans réquisition d'informations, les pièces attestant la propriété de notre client et de sa famille ont été tirées et se trouvent entre les mains de la République en tant que partie au procès. Est-il possible, parce qu'on m'a demandé de retirer le mot ruse, comment, sans réquisition d'informations, les pièces attestant la propriété foncière de notre client et des membres de sa famille se sont retrouvées entre les mains de la République? Et vous voulez qu'on demande le rejet? Vous voulez... Maître, s'il vous plaît. Je plaide. Attendez, s'il vous plaît. C'est ma façon de plaider. Non, attendez, je vais revenir à vous pour vous rassurer d'une chose. Parce que vous savez, il y a l'opinion qui nous suit. Ah, elle suit, hein? Suivez. À travers le monde. Suivez, s'il vous plaît. Oui. Soyez calme, maître. Qu'est-ce qui se passe? Soyez très calme. La publicité du procès, c'est pour assurer... Nous avons des échos. La censure de l'opinion. C'est ça l'objet de la publicité d'un procès. Alors il y a l'opinion qui nous suit. Je voudrais que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de choses. Le tribunal avait... Vous allez récupérer ce temps, je vous rassure. Le tribunal a envoyé cette cause après avoir terminé l'instruction pour que celle-ci soit complétée par les plaidoiries. Donc l'audience de séjour était pour la plaidoirie. Nous ne vous suggérons pas une solution à réserver à tel ou tel comportement, à réserver à telle ou telle pièce. Mais tout simplement, c'était notre façon de vous dire que nous avions terminé l'instruction, nous avons consacré cette audience aux plaidoiries, et en tant que professionnel, vous savez ce que vous devez faire au regard de tel ou tel comportement. Continuez, vous avez la parole. Monsieur le Président, ce que le collectif a entendu faire, c'est ce qu'il vous suggère. Il vous suggère. Nous donner un temps nécessaire d'escruter ces pièces-là, parce que le droit n'est pas seulement d'accuser. L'accusation d'aujourd'hui sera l'accusé de demain. Parce qu'en réalité, le résumé de cette affaire, vous pensez que c'est Caméré? Mais avant de continuer avec d'autres moyens, allez-y. L'enjeu de ce procès, c'est pas Caméré. L'enjeu de ce procès, nous l'avons compris, nous de la défense. C'est le programme de 100 jours du chef de l'État. Parce que l'histoire immédiate de notre pays retient qu'il y a eu le programme de 5 chantiers, on n'en a pas de preuve
On a eu le programme de révolution de la modernité, on n'en a pas eu de preuves. Curieusement, dans 3 mois, Félix Tshisekedi Tshilombo vient avec le programme d'urgence de 100 jours et on voit des actes sur terrain. Pour ne pas laisser ces programmes aller jusqu'au bout, emporter l'adhésion populaire, il faut arrêter. Arrêter les prestataires, arrêter la personne par laquelle le chef de l'État agissait. Nous ne sommes pas dupes. Maintenant qu'ils sont là, tout est par terre, rien. Et nous sommes avisés que sur le plan politique, ça c'est la dernière année de règne, l'année 2021, c'est la préparation des élections. 2002, c'est la préparation, la pré-campagne. Et 2022 plutôt, c'est la pré-campagne. 2023, c'est les élections. Alors, il ne faut pas que le programme du chef de l'État puisse impressionner la population. Il faut arrêter. Et ça, tous les analystes, c'est ça le bien du procès télévisé en direct. Et tout le monde comprend. Et c'est ici où sur le plan du procès en général, il est décommandé d'avoir au sein d'un État des magistrats politiciens. Parce qu'ils peuvent servir de mobiles politiques étrangers à la justice. Mais lorsqu'on ne fait pas bien l'analyse, on ne saura pas saisir la finalité d'un procès. Kamere sera condamné, sera inéligible, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça la finalité. En droit pénal, pour nous qui avons fait le droit pénal, la bonne méthode d'analyse de faits et de droit, c'est la méthode téléologique. Elle nous permet d'aller au-delà des personnes, au-delà des façades, pour toucher le but recherché tant par l'accusation que par tous les tireurs de ficelle. Cela étant, vous pensez que nous sommes en mesure de rencontrer le ministère public qui a fait la lecture? Je l'attendais être à l'aise comme moi, mais il s'est camponné sur ce qu'il avait écrit. N'eût été l'intervention brillante de ces brillants avocats que je respecte beaucoup, je ne sais pas ce que serait même l'accusation. Combien de fois nous sommes humiliés au parquet? Mais aujourd'hui, c'est les avocats. Donc, nous avons besoin d'un temps nécessaire pour vous produire un travail de qualité. Parce que nous contraindre, je vais dormir, j'aurai une seule conviction. J'ai défendu les grands procès de ce pays. J'en ai l'expérience. Un procès qui se tient sous cet état psychologique n'est pas un bon procès. N'est pas un bon procès. Et je donne ma main à couper que dans ce contexte, que votre tribunal puisse acquitter nos clients. Je doute fort. Alors, si vous trouvez que vous ne pouvez pas nous accorder, j'attends votre réponse, c'est alors que je vais ajouter d'autres moyens. Est-ce qu'il est plausible pour votre tribunal? Le tribunal vous a déjà répondu, non mais allez-y, vous avez... Comment? Le tribunal vous a déjà répondu, allez-y. Vous n'accordez pas la remise. Il est 16h, l'audience 16h24 pour une audience que nous avons débutée à 9h selon vos indications. Cela revient à dire que nous serons au-delà du temps de travail où je dois conserver ma force pour vous édifier. Que cela soit noté,
Parce que avant l'exécution des Camérés, il y aura des voies de recours qui vont être exercées. Monsieur le Président, si vous ne nous accordez pas la remise, je reviens sur la prévention, une des préventions, appelée détournement des deniers publics, et raison pour laquelle vous saurez qu'il est important de nous accorder la remise. L'accusation n'est pas parvenue à cerner la notion des deniers publics. Les pénalistes font la différence entre les deniers publics et les deniers privés. Si l'on se perd de cette distinction, on tombe à côté. Et le pénaliste doit s'assurer de quand un denier est public, quand est-ce qu'un denier est privé. J'ai dans mes poches 100 $. Ça s'appelle denier privé. Ces deniers publics, ces deniers privés, à un moment, ça peut changer de nature juridique. Lorsque je me mets en marche, le verse entre les mains de Madame la greffière en disant c'est la consignation. Dès qu'elle reçoit ces deniers, cesse d'être un denier privé pour devenir denier public. A contrario, l'argent qui sort de la Banque centrale destiné au paiement des magistrats, ça s'appelle denier public. Dès que le magistrat reçoit ça, ça devient denier privé, qu'il donne à sa fille, à sa femme, à son ami. Il n'y aura pas de détournement. Sinon, tous les magistrats seraient arrêtés pour détournement des deniers publics. Mais c'est là le problème. Quand est-ce que l'argent qui est sorti du compte du trésor public, destiné à M. Jamal, a perdu la qualification des deniers publics? C'est très important. Ça, c'est du droit pénal pur. Hein? Ça, c'est du droit pénal pur. Et ça ne se discute pas. Vous payez à un particulier en vertu d'un contrat. Et dans l'accusation, ça continue à être denier public. Mais non. Mais non. Cherchez toutes les théories du monde. On vous dira. Mais s'agissant des détournements des deniers publics, la République a fait un effort louable. Un effort louable de chercher beaucoup de titres, beaucoup de lettres, en inventant la théorie de l'infraction des intellectuels, tout en disant même, la République dit que même ces avocats qui sont chevronnés ne s'aligneraient pas dans la classe des intellectuels.
Bon, c'est par euphémisme, bien entendu. Tout simplement peut-être pour dire infraction des intellectuels, mais qui n'est pas intellectuel. Est-ce sur le plan psychologique, j'ai fait un peu de pédagogie, c'est ça mon aise. Ce qui est intellectuel peut tout simplement rimer à l'état psychologique, à la capacité intellectuelle de quelqu'un, à la capacité pour le pédagogue, à cette capacité qu'a un individu de s'adapter à une situation nouvelle. C'est ça la définition de l'intelligence. Et ça rime. J'aurais bien voulu rencontrer un magistrat que je connais très bien qui est là, Issofa. Avec lui, on tire en termes de droit. En termes de droit. Détournement des deniers publics. La chaîne de dépenses, on dit non, il ne faut pas nous amener là, dans la chaîne de dépenses. Ça nous dépasse. Mais une confrère vous a dit quelque chose de très important. Le droit pénal, c'est la branche du droit sanctionnatrice, protectrice d'autres branches du droit. Et au-delà du droit des affaires, du droit constitutionnel, du droit administratif, le droit pénal que j'ai appris au pied de Lukulia Bolong nous disait, il s'approche des sciences exactes. On sait que il faut éléments matériels, éléments intentionnels et éléments légaux et la personne responsable. Donc vous faites les additions. Si un élément fait défaut, vous n'êtes pas dans la prévention. C'est en cela que le droit pénal fait concurrence aux sciences exactes. Il n'y a pas d'analogie en droit pénal. Ça, le ministère public peut le noter. Un confrère du côté Jamal a révélé une notion. Vous savez, j'étais étonné d'entendre l'accusation publique citer quelques décisions en termes de jurisprudence. Non. Qu'est-ce qu'on entend par jurisprudence? Ce n'est pas... Il faut qu'il y ait la différence entre jurisprudence et un précédent judiciaire. Et la jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par une juridiction ou souvent la haute juridiction, et elle se rattache au point de droit jugé, que cela soit noté. La jurisprudence ne se rattache qu'au point de droit jugé, pas au point de fait. Parce que le fait est toujours laissé à la souveraine appréciation du juge. Ça, c'est de un. De deux, le ministère public doit retenir que nous appartenons. J'aurais bien voulu avoir l'attention de toute la composition. On vous suit. Donc, la jurisprudence, nous sommes de la famille romano-germanique. Et quand ça a été enseigné, les gens pensaient que c'était pour besoin de points. Non. Il faut avoir la compréhension de ce que c'est appartenir à la famille juridique romano-germanique. Ici, chez nous, le précédent, même la jurisprudence ne lit pas le juge. C'est pour cela que dans notre famille romano-germanique, et je parle sous le contrôle du professeur Kalouba, le juge même de renvoi, la Cour de cassation casse et vous renvoie, vous indique le point de droit que vous devez juger selon l'entendement de cassation, vous êtes libre de ne pas suivre. C'est la raison de la deuxième cassation sans renvoi. Ça, ce sont de bonnes questions, de bonnes matières du droit pénal et du droit procédural. Et donc, il n'y a pas de jurisprudence
à évoquer. Alors, revenons sur la prévention. 145. Jusqu'au-là, la République a dit, je n'ai pas de preuve que Kamere a touché l'argent. Et ça, ça peut être noté. Ni en tant qu'intermédiaire, ni en tant que personne ayant reçu de la banque centrale, moins encore comme quelqu'un qui, une fois l'argent dans le compte de Jamal, il y aurait retour. Et ça, je salue. C'est ça l'honnêteté scientifique des avocats. Et je sais à qui j'ai affaire. Mais j'ai un peu de soucis. J'ai des soucis avec l'article 145 que vous voulez nous appliquer et que la Cour suprême a déjà appliqué à Oli Ilunga selon l'indication du ministère public. Il est dit ceci, que cette prévention-là est punie des travaux forcés, notamment travaux forcés. Je vais à l'article 6 bis du Code pénal. Il est dit ceci. La peine de travaux forcés est d'1 an au minimum et de 20 ans maximum. Alinéa 3. L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peine de servitude pénale. Il ne faut pas prendre l'analogie. Oli n'en avait pas pour conseil ceux qui sont ici. D'accord? La loi est dure, c'est la loi. Est-ce que cette disposition de l'article 145 est conforme à la Constitution? Voici ce que dit la Constitution. L'article 16. Cinquième alinéa. La Constitution de la République démocratique du Congo. Et c'est ici encore la notion de la famille romano-germanique, la hiérarchie des normes. Toute norme de portée inférieure doit sa survie, son applicabilité à sa conformité à la norme suprême. Si norme juridique de portée inférieure se rebelle contre la norme suprême, cette norme ne sera jamais appliquée. C'est ça, famille romano-germanique. Je lis, cinquième alinéa. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Et vous siégez là pour appliquer une loi qui vous demande d'appliquer la peine de travaux forcés à un individu. La paresse du législateur ne remplace pas, ne modifie pas la Constitution. Et là, nous disons qu'il y a exception d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 145 du Code pénal, qui ne se conforme plus
depuis le 18 février 2006 à cette constitution. Le législateur aurait mieux fait de prendre une loi d'adaptation de peine. Ça, ce n'est pas votre tâche. Même si vous envoyez Oli Ilunga ici subir la peine de servitude pénale en lieu place des travaux forcés, c'est une erreur et ceux qui le tiennent ici doivent être poursuivis et condamnés parce que la Constitution dit nul ne pourra être condamné que pour des faits qui sont préalablement définis comme infractionnels et il ne peut subir sa peine que dans la forme prescrite par la loi. Est-ce que quand vous retenez des gens ici des travaux forcés, le ministère public, vous avez âme tranquille que si jamais on ouvrait une instruction judiciaire contre vous, vous allez vous échapper parce que la justice d'aujourd'hui, cette place n'est pas exclusivement réservée à Kamer et à Jamal. Il y a eu des magistrats qui sont passés ici. Et ils passeront encore. Donc, sans qu'il soit besoin pour nous de continuer à plaider sur une disposition légale non conforme à la Constitution, qu'il vous plaise donc, conformément à l'article 162 de la Constitution, de surseoir à statuer, de saisir toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle, qui devra nous fixer si, à l'heure de cette Constitution, l'article 145 du Code pénal est conforme à la norme suprême. Nous avons dit qu'il vous plaise de faire droit à notre demande. Merci. On va compléter. Vous avez votre temps, hein, si vous avez... Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout en coordonnant le collectif de défense de Monsieur Kamere, je donnerai donc une petite instruction, une petite introduction, et je laisserai chacun de nous préparer la partie que nous lui avons demandé de préparer. Je vous en prie. Monsieur le Président, un arrêt de la Cour suprême dit ceci. Le juge ne peut pas aller en dehors des faits qui lui sont donnés pour pouvoir les exprimer autrement. En d'autres termes, Monsieur le Président, tout en étant un juge actif, puisque vous êtes un juge pénal, il ne vous appartient pas, vous, de porter toute la haine de la justice sur votre dos pour que des précisions qui n'auraient pas été données par les plaideurs, par les plaignants, que vous puissiez les porter à vous et que vous puissiez donc ainsi y suppléer de façon à rendre plus ou moins juridique la défense, la question qui vous est posée. Il y a un arrêt de la Cour suprême là-dessus. Je donnerai les références. Pourquoi je dis ça, Monsieur le Président? Je dis ça puisque quand vous lisez le dossier à charge de notre client, moi j'aurais souhaité, lorsque le procureur général donnait ses réquisitoires, je pensais que cette fois il allait nous dire mais voilà les actes posés par chacun d'eux.
Mais voilà les actes que chacun d'eux aurait posés, puisque les actes en matière de droit pénal sont personnels. Vous nous amenez une citation dans laquelle vous dites que Kamere aurait été coauteur d'un détournement. Je m'attendais à ce que le procureur général, lorsqu'il est en train de donner son réquisitoire, qu'il nous dise, voilà, il a commis tel acte, il a commis tel autre, il a commis tel autre. Mais on vous amène là un fourre-tout, Monsieur le Président, comme si c'était votre obligation, pour dire, eh bien, voilà les faits, voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. On ne vous dit pas ce que chacun d'eux a fait. Un autre arrêt de la Cour suprême, Monsieur le Président, plusieurs arrêts d'ailleurs, dont je vais donner les références exactement, effectivement, dans notre note de plaidoirie. Plusieurs arrêts de la Cour suprême disent que même lorsqu'il y a corréité, les faits posés par chacun des prévenus doivent être déterminés. Ils doivent être déterminés. Chacun d'eux doit être précisé dans les actes qu'il aura posés. Lorsqu'il y a corréité, lorsqu'il y a complicité, et c'est ça d'ailleurs qui fait que les deux sont distingués par la loi, puisque les actes posés par l'un ou l'autre doivent être absolument déterminés. La partie civile et le parquet général vous amènent tout un tas de choses, vous disent, bon, il y a là 4000 pièces, c'est à vous de choisir, dites-nous le droit. Monsieur le Président, vous n'avez pas cette obligation. Vous n'avez pas cette obligation en ce sens que vous ne devez pas aller chercher en dehors des faits qui vous sont, qui vous sont déposés par la partie plaignante ou par la partie civile. Ce n'est pas à vous d'aller chercher en dehors de tout ça. Ce n'est pas votre travail, monsieur. Un arrêt de la Cour suprême vous couvre. Monsieur le Président, on a vu défiler ici tout un tas de témoins, les uns aussi inutiles que les autres. Je les appelle inutiles en ce sens que ces témoins-là, moi je m'attendais à ce qu'ils nous disent, mais on a vu telle ou telle partie, tel jour, en train de faire un concert. Voici le concert, voici les actes préparatoires, etc. Rien du tout. Un témoin, c'est celui qui donne au juge la précision de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, et qui concourt à la vérité pour établir l'infraction ou pour établir l'innocence. Mais tous les témoins qui ont été entendus par vous ici, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut les appeler des témoins? Vraiment. En dehors du fait que le détournement des deniers publics n'est pas prouvé, on ne dit pas combien d'argent chacun d'eux a pris, de quelle façon, et tout ça. On vous fourre tout ça dans un sac et on veut que ce soit vous qui mettiez de l'ordre. Non, Monsieur le Président, vous ne mettrez pas l'ordre dans cette affaire. Un arrêt de la Cour suprême vous couvre en disant que ce n'est pas votre rôle. On doit vous amener des faits précis qui vous permettent de dire le droit
tant que ces faits ne sont pas précis, vous devez rejeter toutes les demandes faites par les partis adverses. Monsieur le Président, en ce qui concerne les liens entre les partis, j'aurais souhaité, toujours avec les témoins, entendre ou voir le lien de mon client avec la Samimo. Je n'en ai pas vu. Le lien de mon client avec avec Massaro. Je n'en ai pas vu. Le lien de mon client entre Massaro qui dit avoir agi sans procuration pour sa belle-fille et tout ça, les liens pénaux qui établissent la concussion commise, la corruption commise à sa charge, les liens entre cette maman pour laquelle quelqu'un est allé utiliser son nom sans le lui demander et sans procuration, mais il faut un lien quand même pour montrer la responsabilité pénale de M. Kamere pour prouver qu'effectivement il attendait un don. Je n'ai pas vu tout ça. Alors dès lors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez juger? J'ai l'impression que le juge va être considéré ici comme portant toute cette haine de la justice sur son dos pour pouvoir être plus ou moins un règlement de compte des gens. Le monde de la justice est un monde de la haine, Monsieur le Président. Ne portez pas cette haine sur vous. N'acceptez pas ça. C'est un monde où chacun veut écraser l'autre, que vous ne soyez pas la cause de cette haine-là, d'avoir été utilisé dans cette haine-là. J'ai terminé donc ainsi, Monsieur le Président. Je pourrais intervenir plus tard. Je laisse les confrères, chacun pour les rôles que nous avons assignés, qu'ils puissent donner de façon professionnelle. Merci. Allez-y, maître. Monsieur le Président, honorés membres de la composition, Monsieur le procureur général, faisant bien déjà les interventions de mes prédécesseurs, mais il faille que votre tribunal nous précise quelque chose, Monsieur le Président. Puisqu'il y a un malaise qui ne dit pas son nom. Il y a une exception d'inconstitutionnalité qui vous a été opposée par l'un de mes prédécesseurs. Nous tous ici, Monsieur le Président, que ce soit les partis, que votre tribunal, nous sommes tous soumis à la seule autorité de la loi. La Constitution vous a été lue et vous impose un comportement à adopter en pareil cas. Nous aimerions savoir, Monsieur le Président, Monsieur Vital Kamere a le souci de savoir quelle est la réponse accordée à cette demande. Est-ce que votre silence, laissez-moi terminer, Monsieur le Président, la plaidoirie est une partie sacrée, l'avocat n'aimerait pas être interrompu, Monsieur le Président. Nous aimerions être fixés, Monsieur le Président. Votre silence est-elle un refus de vous rendre conforme aux prescrits de la Constitution? Nous aimerions savoir, Monsieur le Président, avant de continuer. C'est important, Monsieur le Président. Puisque la loi vous donne un comportement à afficher. Nous le rappelons, Monsieur le Président. C'est ma manière de parler. Je ne crie pas sur le tribunal. Vous n'avez pas une manière de parler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Qui est prévue par la procédure et les usages. Vous êtes pendant la plaidoirie, vous ne posez pas des questions au tribunal. Évoluez. Nous prenons acte de la réponse de votre tribunal et nous nous inclinons. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous avons suivi le réquisitoire de Monsieur... La sagesse nous demande d'attendre un peu que notre tribunal nous éclaircisse sur la question, Monsieur le Président. Pardon? Pardon? Monsieur le Président,
Monsieur le Président, nous aimerions un peu savoir l'acception que le tribunal donne à la plaidoirie. Parce que quand nous lisons l'article 74 du Code de procédure pénale, je pense que la plaidoirie fait partie de l'instruction. On ne peut pas nous faire croire que la plaidoirie, c'est une étape autre. L'article 74 dit ceci. L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant. Les procès-verbaux d'un constat, s'il y en a, sont lus par les greffiers. Les témoins à charge et à décharge sont entendus s'il y a lieu et les reproches proposés et jugés. Les prévenus et interrogés, la partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions. Les tribunaux ordonnent toute mesure d'instruction complémentaire. Le ministère public résume l'affaire. Les prévenus et la personne civilement, les débats sont clos. Je ne pense pas que la plaidoirie doit être considérée comme une étape autre. Non. Lorsque les parties posent des questions, le juge ne peut pas dire « Non, nous sommes pendant la plaidoirie, vous êtes bloqués, allez-y ». Non. L'article 74 est clair. La plaidoirie fait partie de l'instruction. Dès lors, quand les parties posent des questions, le juge est tenu de répondre. Le juge ne peut pas dire « Continuez, c'est la plaidoirie ». Non. C'est ce que la loi dit. Conformons-nous à la loi. Les parties posent des problèmes. Il y a des exceptions qui sont soulevées. Le juge doit répondre. Le juge ne doit pas dire « Allez à la plaidoirie, allez-y ». Non, ça c'est un problème. Le monde entier nous suit. Nos lois sont scrutées. Nous avons même des avis des avocats qui viennent d'ailleurs sur ce procès. Il ne faudrait pas qu'on fasse les choses de cette manière-là. Je vous remercie. Merci. Allez-y. Vous êtes dans les timings. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous venons de constater que le tribunal nous a contraints de plaider. Dans une des audiences, nous avons posé des questions au ministère public sur l'implication de notre client dans le détournement des deniers publics. Et cette question est demeurée sans réponse. Ce n'est qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, que le procureur ainsi que la partie civile ont essayé de donner une réponse à cette préoccupation. Le droit de la défense est sacré. Nous avons sollicité une remise pour rencontrer les moyens nouveaux que le ministère public venait de soulever. Mais vous nous avez contraints de plaider. Et, Monsieur le Président, nous avons soulevé des exceptions d'ordre public. Et ces exceptions appellent à l'auguste tribunal de répondre par un jugement. Et c'est ce que nous attendons. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Vous avez fini. Le tribunal pose la question si le collectif des avocats a terminé. Vous avez fini. On veut entendre la réponse de votre tribunal. La réponse à quoi? À l'exception d'inconstitutionnalité. Le tribunal vous répondra. Le tribunal répondra à tout ce qui est soulevé, toutes les questions. Le tribunal répondra en son temps. Qu'il soit noté que le droit de la défense de M. Vital Kamerhe sont inhérents à la réponse que donnera votre tribunal. Ne pas nous répondre, vous aurez violé ces droits de la défense. Donc, toute autre orientation, toute autre posture que cette défense pourra adopter sera alimentée par la position de votre tribunal. Donc la défense, je répète, de Vital Kamerhe, ces droits de la défense sont inhérents à la posture de votre tribunal.
Vous avez terminé. Merci. Oui. Je crois que les prévenus interviendront après. C'est pas à ce stade. Vous aurez la parole après. Non, normalement. Mais je suis prévenu, je peux avoir la parole 2 fois. Ah, vous voulez compléter vos conseils? Oui, je peux avoir la parole 2 fois. Il n'y a pas de problème, vous avez la parole. Donc, ce sont des choses sérieuses, avec tout le respect. Non, pas de problème. Avec tout le respect que je vous dois. Parce que normalement, cette étape de plaidoirie, ce sont les avocats qui... mais si vous êtes à même de vous défendre également, vous avez la parole. Vous êtes dans le timing. Je vais conclure à la fin. Donc, le timing, il faut d'abord, votre honneur, noter que... Oui. Ça c'est noté que l'auteur de défense tient à leurs conditions. Ne pas le faire, ils vont Mais c'est ce que j'allais dire. Mettez-vous seulement. Oui. Mettez-vous parce que vous c'est Ok. Je suis le conseil du président des séances et de mon conseil. Donc, je suis vos conseils. Non, on ne vous donne pas un conseil, on vous explique. Puisque vous m'avez dit que... Non, on vous parle après. Non, c'est-à-dire, il y a ceci. La plaidoirie, c'est le moment où les avocats développent leurs arguments. Et justement, je leur ai donné 2 heures, je crois 14 minutes. Mais le prévenu, vous aurez la parole en dernier. Vous interviendrez en dernier. Merci, c'est compris. Je vous en prie, merci. Merci vraiment pour la défense, pour avoir fait l'économie donc du temps. La parole est au conseil du prévenu Mouima. On n'a pas besoin d'autre. Arrangez le micro s'il vous plaît. Apparemment, Ok. Réquisitoire du ministère public et aussi la plaidoirie de la partie civile. Monsieur le Président, on s'est rendu compte que le prévenu Mouima n'est pas réellement pour nous. Il faut d'abord que nous le présentions avant que nous arrivions au fait. Monsieur Mouima, c'est des services publics attachés au secteur. Il est engagé à la présidence de la République depuis 1997, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'AFDEL, il était déjà à la présidence. Et à ce moment-là, il s'occupait de la logistique en ce qui concerne les véhicules. En 2001, M. Mouima est chargé des services de l'import-export à la présidence de la République. C'est l'homme qui a vu le président se succéder, des directeurs de cabinet se succéder. Aujourd'hui, il compte plus de 20 ans à la présidence de la République et il est chevronné dans le travail qu'il fait d'import-export. Il connaît ce qu'il faut faire et ce qu'il ne peut pas faire, parce qu'étant agent de carrière de l'État, il a un job description qu'il a toujours fait chaque jour. Il se fait que il y a eu le programme de 100 jours dans lequel M. Mouima n'est ni superviseur, ni coordonnateur. Il n'a aucune tâche dans ce programme. Il travaille comme simple agent de l'État. Il se voit être confié un ordre de mission parce qu'il doit aller dédouaner les marchandises de la présidence, j'insiste, qui se trouve à Dar es Salaam. M. Mouima demande à ce qu'on mette les pièces à sa disposition et les pièces sont mises à sa disposition. Il s'agit de BL, qu'on appelle autrement lettres de transport des maisons préfabriquées. C'est de cela qu'il s'agit. On a mis à la disposition de M. Mouima. Il fait un devis estimatif
de 2 309 000 $ pour suivre les dédouanements et transporter les conteneurs qui se comptent à 167 de Dar es Salaam à Mweneditu. C'est-à-dire, il va utiliser d'abord la voie routière de Dar es Salaam à Lubumbashi et puis la voie ferroviaire de Lubumbashi à Mweneditu. Il fait une facture pro forma à une des très grandes sociétés de transport dans ces pays. Il s'agit de la société MERS. Il demande à MERS Congo s'il peut transporter 167 conteneurs de Dar es Salaam à Lubumbashi. MERS lui fait la facture pro forma. Il dit, pour transporter un conteneur de 40 pieds de Dar es Salaam à Lubumbashi, ça te fait 7 700 $. Et quand on fait la sommation avec 167 conteneurs, on est déjà à 1 200 000 plus. Ce qui dépasse ce que l'État congolais lui a donné, 1 154 800. Juste le transport de marchandises de Dar es Salaam à Lubumbashi. Ça prend déjà plus que ce que l'État congolais lui a dit. Parce qu'on a beaucoup entendu sur le montant. Monsieur Mouima, il est resté chez lui. Il attend. Parce que l'ordre de mission est déjà là. On a entendu ici un des témoins, le plus important pour M. Mouima, le comptable public. Il est venu, il a dit au tribunal qu'il a eu l'argent de la Banque centrale. Et il vous a dit la manière qu'il a reçu l'argent. Il dit, lui, comptable public, ne reçoit pas l'argent d'une autre manière qu'en espèces. Ça doit être acté. Même le gouverneur de la Banque centrale était là. Il a dit au comptable public, on donne l'argent qu'en espèces. Parce que j'ai entendu dire certaines histoires qu'on a eu à compter plus d'1 million. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. On pouvait que les compter comme on les a comptés parce que les comptables publics ne donnent l'argent qu'en espèces. Et Mouima est toujours chez lui, il ne connaît rien. Le comptable vous dit qu'il n'a pas son numéro. C'est pas l'atteindre. Il appelle son chauffeur à lui. Il dit, tu ne peux pas voir le numéro de Mouima. Il dit, je n'en ai pas, mais je connais le numéro du chauffeur de Mouima. On appellera le numéro du chauffeur de Mouima qui va donner le numéro de Mouima. Il n'appelle même pas Mouima, il donne le numéro de Mouima. C'est le comptable qui appellera Mouima pour dire il y a l'argent pour faire le dédouanement et le suivi de faire le suivi de dédouanement et le transport des conteneurs de Dar es Salaam à Mweneditu, parce qu'il s'agit de programme de 100 jours. Mais c'est Mouima Serran, il prend l'argent. On ne sait pas comment il devait encore en prendre, parce que l'argent était en espèces, il l'a pris en espèces. Mais c'est Mouima en professionnel, parce que c'est son travail, nous avons dit qu'il a fait il y a plus de 20 ans à la présidence de la République. Monsieur le Président, nous voulons avoir l'attention du tribunal parce que ce que nous disons est tellement capital que les faits ont été déformés. Oui, Monsieur le Président. Une inquiétude à ce sujet. Monsieur Mouima, il dit, je paye d'abord l'argent à la société MERS parce que ça va m'aider de prendre le gros du lot, malgré qu'on ne m'a pas donné tout le montant. Il verse 916 000 $ dans les 1 154 000. Il verse déjà 916 000 $ à la société MERS comme caution. Allez me transporter ces conteneurs qui sont à Dar es Salaam, vous les ramenez à Mweneditu, à Lubumbashi, je prends la SNCC, on l'amène à Mweneditu, il n'y a pas de problème. La société MERS, une très grande société, arrivée sur place, il se retrouve que la marchandise ou les maisons préfabriquées sont arrivées à bord de 2 navires. Il y avait les navires de la société MERS Congo et les navires de la société COSCO. Pour les navires qui transportaient, les navires de la société MERS Congo qui transportaient 77 conteneurs, aucun problème ne s'est posé parce que c'était dans les délais. Mais il s'est fait que COSCO est arrivé bien avant. Depuis le mois de juin, les maisons préfabriquées de COSCO étaient déjà à Dar es Salaam. La société MERS dit, je ne saurais pas transporter les autres conteneurs que COSCO a transportés ou a chargés parce qu'il y a des frais de Sirstari. Il y aura des frais d'entreposage. Il y aura tous les amendes possibles que vous allez payer sur ça. Moi, je transporte seulement les conteneurs